Sur le terrain, Anne-Christine Taylor et moi, chez les Hatchoirs, avons donc passé les premiers mois essentiellement à faire des tâches un peu ennuyeuses, subalternes, répétitives, de mesure, de jardin, de densité, de pieds de manioc, de calcul de temps de travail, d'identification aussi des plantes et des animaux, puisque tout était à faire. Aucune ethnographie n'avait été faite sur les Hatchoirs, et donc il y avait un gros travail à mener. Et progressivement, comme je le disais il y a un instant, nous commencions à apprendre la langue, et petit à petit, des bribes de plus en plus importantes de ce que les gens disaient devenaient compréhensibles. Et puis, ça fonctionne souvent comme ça. Nous restions entre 3 et 4 mois en général, et puis nous sortions du terrain pour aller en général à Quito, dans les montagnes, pour nous reposer, parce que c'était quand même un terrain un peu difficile, pendant une quinzaine de jours. Et au retour d'un de ces séjours, je crois que c'était le deuxième, donc on était sur le terrain depuis 6 ou 7 mois, tout d'un coup, nous sommes aperçus que nous comprenions à peu près tout. Et au fond, c'est l'absence qui nous avait permis de comprendre ça. Et parce qu'avant, nous étions dans une situation qui, je crois, est assez classique pour beaucoup d'ethnologues, c'est que nous étions capables de former des phrases à peu près correctes, mais nous ne comprenions pas ce que les gens nous répondaient lorsqu'on posait des questions ou les commentaires qu'ils faisaient à propos de ce que nous leur disions. Et là, c'était la grande différence, c'est que tout d'un coup, on comprenait à peu près ce qui se disait. Alors, sur le plan concret, comment ça s'est passé ? Nous sommes arrivés, je l'ai dit, à pied dans un village où il y avait une petite piste d'atterrissage que les avions de la mission évangélique fréquentaient. Les missionnaires évangélistes avaient refusé dans un premier temps de nous acheminer là, mais lorsqu'ils nous ont vu qu'on est sur place, il était difficile après de nous refuser, de nous ramener. Et donc nous sommes revenus à Puyo, enfin près de Puyo, au petit aéroport où atterrissaient les avions de la mission, dans un avion de la mission, et après la compagnie aérienne des missionnaires a accepté de nous ramener, ce qui était quand même plus commode, ce qui nous permettait en particulier d'amener avec nous plus d'objets, et notamment dans un deuxième temps, c'est-à-dire lors de notre deuxième séjour, nous étions partis à Quito pour une quinzaine de jours, nous sommes revenus avec un moteur hors bord, parce que les gens de la communauté où nous étions souhaitaient établir des rapports avec des gens en aval du fleuve au bord duquel ils étaient établis. C'était un hameau en quelque sorte, il y avait 4 ou 5 maisons, et puis d'autres maisons un peu plus lointaines, un peu plus dispersées, souhaitaient rétablir des contacts avec des gens en aval du fleuve où ils étaient établis, avec lesquels ils avaient perdu contact depuis pas mal de temps. Et donc, il y avait une pirogue dont il nous avait dit qu'il pourrait la transformer de façon à ce qu'on puisse fixer un moteur hors bord sur le tableau arrière. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes partis avec quelques Hatchoirs de ce hameau où il y avait une piste vers l'aval. Et à partir de ce moment-là, nous avons pas mal circulé. Les gens ont commencé à nous connaître. Nous avons pas mal circulé dans le pays Hatchoir.
et au-delà des zones où les missionnaires salésiens ou évangélistes intervenaient. C'était évidemment nécessaire de façon à avoir une plus grande diversité de vues sur la population Hatchoir. Les Hatchoirs étaient à l'époque à peu près 5 ou 6 000 en Équateur et à peu près autant de l'autre côté de la frontière, qui est une frontière purement nominale, hein, au Pérou. Et nous sommes efforcés de visiter à peu près tous les sites d'habitat Hatchoir dans la province de Pastaza, c'est-à-dire au nord du Pastaza. Cette stratégie, au fond, a été motivée par plusieurs choses. D'une part, dans la mesure où moi je m'intéressais aux questions de socialisation de la nature, je voulais voir s'il y avait des grosses différences entre les lieux, et en particulier entre les types d'environnement. Il y avait des différences d'écosystèmes importantes sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, en particulier une différence sur laquelle les spécialistes états-uniens de l'écologie culturelle avaient beaucoup insisté pour l'Amazonie, qui était la différence entre les zones riveraines et les zones interfluviales. Les zones interfluviales, c'est-à-dire la grande majorité de l'Amazonie, c'est-à-dire les zones éloignées des grands fleuves, sont des zones avec des sols pauvres, dans lesquels les populations animales sont principalement arboricoles, sont des singes ou bien ce sont des oiseaux, dans lequel il y a peu de ressources halieutiques, parce que ce sont des petites rivières avec des eaux claires, sans beaucoup de nutriments pour les plus grosses espèces de poissons, etc. Et puis, il y avait les zones riveraines qui sont beaucoup moins, qui représentent une infime partie de l'Amazonie, qui sont les terrasses alluviales des grands fleuves. Or, il y avait dans la région Hatchoir une zone riveraine importante qui était la terrasse alluviale du Pastaza. C'est un grand fleuve qui naît dans les Andes équatoriennes et qui se jette ensuite dans le Marañón. C'est donc un des formateurs de l'Amazone. Avec des terrasses alluviales assez riches. Et donc, l'une des choses que je voulais vérifier était de savoir s'il y avait une grosse différence du point de vue adaptatif, disons, entre les zones riveraines et la zone alluviale du Pastaza en termes de productivité agricole, puisque les sols étaient beaucoup plus faits, c'était des limons, des sols volcaniques, hein, drainés depuis les Andes, donc c'était un sol très riche, un sol noir, etc. Si les sols étant plus fertiles, la productivité agricole était plus importante, si l'accessibilité des protéines animales était plus grande, etc. Donc suivre un peu le programme que je m'étais fixé d'étudier très en détail les ressources et le système d'actualisation des ressources. Et donc on a circulé entre ces différentes régions. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, un jour, au retour d'un séjour à Quito, tout d'un coup, on a commencé à comprendre ce que les gens disaient. Et là, il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'est que, au fond, quand on vit avec les gens, enfin, c'est une banalité de le dire pour un ethnologue, et qu'on comprend ce qu'ils disent, plus rien ne vous est étranger. Hein. C'est-à-dire quand on vit dans une maison. Les Hatchoirs vivent dans des grandes maisons, pas vraiment plurifamiliales. C'est un maître de maison, c'est un homme qui est à l'origine de la création de la maison, mais comme c'est une société dans laquelle la polygynie était très répandue, on peut avoir jusqu'à 6 ou 7 femmes avec de très nombreux enfants. Il y a une résidence uxorilocale, c'est-à-dire que les gendres viennent vivre dans la maison, ce qui ajoute des unités familiales. Il y a des réfugiés, il y a des veuves, etc. Donc il peut y avoir jusqu'à 40 personnes avec beaucoup d'enfants dans ces grandes maisons. Et donc là, c'est comme de vivre sur la place d'un village, au fond,
en France, on a constamment, si on écoute les conversations, des informations sur ce qui se passe, sur ce que les gens pensent, sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils n'aiment pas, sur les inimitiés, les sources de conflits, et puis aussi sur la façon dont ils imaginent le monde visible et invisible. Et c'est là, évidemment, que nous avons beaucoup appris, en particulier parce que dans cette société, avant l'aube, on se réveille très tôt, on se couche très tôt, c'est sous l'équateur, donc c'est 6h30 il fait nuit, 5h30 il commence à faire jour. On se réveille très tôt, bien avant le lever du jour, et on se réunit autour des feux pour boire une boisson qui bu une sorte de thé qui ressemble un peu au maté argentin et qui bu en abondance a un effet émétique. Et donc la journée commence par des discussions autour des feux, parce qu'il peut faire un peu frais le matin, à boire cette espèce de thé, et puis après, au lever du jour, on sort pour se faire vomir, pour commencer la journée avec un corps libéré, au fond, des entraves qu'un excès de nourriture pourrait engendrer. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un moment d'intimité. Et c'est là que c'est une société qui, en fait, est relativement formelle, les Achuar. Les visites se font dans le cadre, sont médiatisées, si on peut dire, par des dialogues cérémoniels extrêmement cérémonieux, justement, dans lequel le contenu des informations transmises est extrêmement faible. Et le moment où on peut échanger, avoir une conversation un peu libre, c'est justement le matin avant l'aube. Et dans ces conversations, il y en a qui jouent un rôle très important, c'est le commentaire des rêves de la nuit. C'est une société, comme il y en a de très nombreux sur la planète, où l'interprétation des rêves joue un rôle important, parce que au fond, l'oniromancie permet de déterminer ce que l'on va faire dans la journée. Et il y avait deux types de rêves qui sont, d'une part, des rêves que l'on interprète de façon quasiment automatique par des règles de transformation simples qui sont d'ailleurs assez communes ailleurs dans le monde, d'inversion en particulier, c'est-à-dire que si on fait un rêve de chasse à la sarbacane, ça veut dire que c'est un présage favorable pour la pêche au harpon. Si on rêve qu'on aperçoit une harde de pécaris lorsqu'on va à la chasse, c'est un rêve prémonitoire du fait qu'une troupe de guerriers va venir attaquer, etc. Donc c'est donc des inversions entre humains, non humains, ou différents types de techniques. Et puis il y avait un autre type de rêve qui était, lui, beaucoup plus littéral, et dans lequel une personne apparaissait en songe et venait transmettre un message. Et ce message était en général celui d'un non-humain qui déclarait son identité, mais sous une forme humaine, pour communiquer un message au rêveur. Donc, par exemple, l'un des premiers qui nous avait frappé, qui m'avait frappé parce que les hommes et les femmes étaient... c'est des maisons, c'est des grandes maisons, une parenthèse, mais c'est des grandes maisons ouvertes, mais dans lesquelles il y a une dissociation des sexes et d'ailleurs des visiteurs et des étrangers qui est très manifeste. Et donc, les femmes étaient ensemble et les hommes étaient ensemble, à partir d'un certain âge en tout cas. Pour les adolescents masculins étaient avec les hommes, etc. Et donc là, une femme, je pense que elle avait raconté ça à Anne-Christine, disait oui,
c'est une, jeune fille qui est apparue en rêve et qui c'est en fait un plan de manioc qui se plaignait à la maîtresse de maison d'être empoisonnée parce qu'elle avait été plantée très près d'un autre d'une plante qu'on appelle dans l'espagnol de cette région du Barbasco, c'est une plante piscicide, c'est-à-dire c'est une plante dont le suc immergé dans l'eau, c'est une plante cultivée, hein, une plante domestiquée, immergée dans l'eau modifie la tension superficielle de l'eau et asphyxie les poissons par manque d'oxygène. Et c'est une plante qui est utilisée donc pour ce qu'on appelle la pêche à la nivrée. Hein, c'est des grandes pêches dans lesquelles on immerge de grandes quantités de ces racines pour récupérer les poissons qui dérivent au fil de l'eau, mais sans conséquence d'ailleurs pour les autres poissons qui, lorsque le sucre s'est dissipé, peuvent. C'est pas un poison pour les poissons. Mais c'est un poison néanmoins. C'est de la roténone, hein, le principe actif. Et d'ailleurs, il arrive que des femmes puissent se suicider en consommant. Et donc cette jeune femme disait, voilà, on est en train de m'empoisonner parce que je suis planté très près de ce... Et donc, ce que ça voulait dire, c'est que ce plan de manioc était un personnage capable de s'exprimer, qui se présentait à une femme comme une jeune femme, etc., etc. Et donc, avec des petits indices de ce type-là, on a commencé à se rendre compte que les Achuar avaient des rapports tout à fait singuliers avec les plantes et les animaux. Un autre élément qui a joué un rôle très important, mais qu'on a mis un certain temps avant de découvrir, ce sont des incantations magiques qu'on appelle Anent. Anent, ça vient de Inent, qui est le cœur, et ce sont donc des discours du cœur, des discours de l'âme, si on veut, adressés à l'âme des plantes et des animaux, mais aussi des humains lointains, hein, de façon à agir à l'insu de la personne animale, végétale ou humaine qui reçoit ces incantations sur son comportement. C'était évidemment difficile de se rendre compte de ce qu'étaient ces chants, dans la mesure où ils sont en général chantés mentalement ou sotto voce. Ils sont marmonnés, si on peut dire, hein, ou simplement chantonnés, c'est l'air qu'on chantonne et puis les paroles qu'on chante mentalement. Et donc, il était difficile de se rendre compte que les gens utilisaient ce genre d'incantation. Et en réalité, on s'est aperçu qu'une grande partie du temps, les gens étaient en train de chanter ces incantations vis-à-vis d'interlocuteurs humains et non humains. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de personnes humaines et non humaines parce que, effectivement, si c'est des discours qui sont adressés à l'âme des plantes et des animaux, c'est que les plantes et les animaux sont conçus comme des personnes, et il y a terminologiquement un mot qui est eins, qu'on peut traduire par personne, et qui désigne à la fois des personnes humaines et des personnes animales et végétales qui possèdent une âme ou qui sont susceptibles de recevoir ces messages et eux-mêmes d'en communiquer aux humains notamment en venant les visiter dans leurs rêves. Et donc, tout d'un coup, une partie du projet scientifique avec lequel j'étais parti, qui était de comprendre dans les termes de Godelier les conditions matérielles et idéales de socialisation de la nature, devenait très différent, devenait beaucoup plus compliqué, parce qu'il n'y avait pas de nature là, il n'y avait pas un monde complètement autonome des humains, il n'y avait pas une totalité des êtres naturels vis-à-vis desquels les humains auraient adopté une attitude générale, mais un très grand nombre
de plantes et d'animaux conçus comme des personnes, des esprits aussi, bien sûr. Donc toutes sortes d'interlocuteurs non humains avec lesquels les humains entretenaient des rapports médiatisés par ces deux moyens principaux qui étaient le rêve, et au-delà du rêve aussi la prise de psychotropes qui induisaient des visions et qui donc permettaient de communiquer aussi plus facilement avec ces personnes non humaines. Et puis les anènes, bien sûr, c'est donc les formes de communication avec les plantes et les animaux. Et donc cette continuité entre humains et non humains induisait au fond un rapport beaucoup plus poreux entre la sphère sociale et la sphère de la nature, et rendait d'une certaine façon un peu caduque le projet de comprendre des formes d'adaptation à un environnement particulier. Ce projet devenait d'autant plus caduque que l'étude des techniques horticoles que je menais par ailleurs, et des rotations de cultures, etc., faisait apparaître une très grande porosité aussi entre le monde des jardins et le monde de la forêt. Pour dire les choses rapidement, les Achuars sont des horticulteurs sur brûlis pionniers, c'est-à-dire qu'ils ouvrent toujours des nouveaux jardins dans la forêt, dans des parcelles qui semblent n'avoir pas été essartées depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe qui indique que c'est une végétation secondaire. Donc ils coupent la végétation, ils brûlent, ce sont des techniques absolument classiques partout dans la ceinture intertropicale, et puis ils plantent dans cette clairière et dans la litière de cendres des cultigènes, donc des plantes cultivées et domestiquées en Amazonie depuis des millénaires, manioc, patate douce, igname, etc. Et des plantes aussi, en très grande quantité, et avec de très nombreuses espèces. Les Achuars avaient une trentaine de variétés de manioc, mais un botaniste qui a travaillé dans un autre groupe Givaro au Pérou a recueilli plus de 120 variétés de manioc. Donc il y a une très grande variété Donc ces jardins, ce sont des endroits, il y a une agrobiodiversité considérable, avec une très bonne connaissance des équilibres nutritifs qui sont requis par chaque plante, des associations, etc. Donc, dans un jardin, il peut y avoir une quarantaine, une cinquantaine d'espèces avec des variétés différentes. Ce sont des mélanges de potagers, de vergers, etc., etc., avec la plante dominante qui est le manioc quand même, puisque c'est celle qui est le plus consommée. Mais en dehors de ces plantes cultivées, les Achuars transplantent aussi dans les jardins des plantes sylvestres. Ce sont des plantes qui produisent des fruits en général, ou bien lorsque des animaux prédateurs du jardin, des agoutis par exemple, des accouchis, des oiseaux, viennent manger des tubercules par exemple dans le jardin, ou manger des fruits, et qu'ils défèquent, ils laissent des graines, évidemment, de plantes de fruits qu'ils ont mangés dans la forêt, et assez souvent, ces graines vont germer. Et les femmes les identifient très bien. Si ce sont des plantes utiles, elles vont les laisser. Donc, il n'y a pas une position frontale entre le monde domestique, le monde de la maison et du jardin. Les maisons
sont au cœur du jardin, ou plus exactement, on commence par faire le jardin lorsqu'on bouge, hein, lorsqu'on construit une nouvelle maison, on fait le jardin, puis ensuite on construit la maison au milieu du jardin. Il n'y a pas une différence massive entre le monde domestique, le monde du jardin, et puis le monde sauvage, le monde de la forêt. Il y a une très grande porosité. Les hommes chassent dans le jardin les prédateurs du jardin. On laisse même des arbres sauvages au moment de l'abattis dans le jardin en les protégeant du feu parce que leurs fruits vont attirer des oiseaux qui vont permettre aux jeunes garçons de s'entraîner au tir à la sarbacane etc., pour apprendre à devenir chasseurs, etc. Donc il y a une grande porosité entre ces deux mondes et l'effet de la transplantation systématique de plantes sylvestres dans les jardins aboutit à ce résultat que les jardins, lorsqu'ils sont abandonnés, au bout de 4 ou 5 ans en général, quelquefois un peu plus longtemps dans l'habitat riverain, où les sols sont d'une très grande richesse, mais où il faut consacrer beaucoup plus d'énergie à désherber, lorsque les jardins sont abandonnés, les plantes sylvestres vont subsister beaucoup plus longtemps que les plantes cultivées, qui vont être étouffées par la végétation qui va recoloniser les sards, de sorte que au fil des décennies et des siècles et des millénaires, et ça c'est ce que par exemple William Ballet a bien montré pour les kaapors au Brésil, la structure de la végétation va changer au fil du temps et la composition floristique de la forêt amazonienne se trouve affectée par ces techniques culturales avec pour effet d'une beaucoup plus grande d'une biodiversité équivalente dans les zones qui ont été utilisées au fil des millénaires par les humains et les autres, mais avec une composition différente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de plantes utiles à l'homme dans les zones qui ont été exploitées par les humains. Donc la forêt amazonienne, de ce point de vue-là, est une forêt qui est en partie anthropique. Et ce qui était intéressant dans le cas des Achuars, c'est que sans que les Achuars n'en aient véritablement une conscience immédiate, c'est-à-dire ils ne disaient à aucun moment que la forêt qui les environnait était une forêt qu'ils avaient plantée, si on peut dire. Mais en revanche, dans la façon dont ils se figuraient, au fond, le rapport entre la forêt et le jardin, il y avait cette idée. Et cette idée, elle était exprimée de la façon suivante, c'est que la forêt est la plantation d'un esprit qui s'appelle Shakain. Et cet esprit indique en particulier aux hommes quels sont les meilleurs endroits où il faut couper des arbres pour faire un nouvel essar, les plus favorables. Et cet esprit, donc, il avait comme caractéristique d'être une sorte de méga jardinier de la forêt, d'entretenir les plantes de la même façon que les Achuars entretenaient les plantes cultivées. Autrement dit, lorsque les Achuars ouvrent un jardin en forêt, ils viennent substituer leur plantation, la plantation des humains, aux plantations d'un esprit. Donc l'idée même de sauvage n'a aucun sens puisque la forêt est un grand jardin, un jardin d'un esprit certes, mais un jardin quand même. Et donc toutes ces choses-là montraient que, au fond, l'idée d'adaptation avec laquelle j'étais parti, même de façon critique, au fond, hein, c'était de mettre en évidence que le matérialisme écologique était fondé sur une conception simpliste de l'adaptation à l'environnement. Elle s'était renforcée par le fait que la forêt était en fait une niche qui, de façon non intentionnelle, avait été créée par les Amérindiens pour y déployer leur existence et qui n'avait pas été parachutée dans un environnement qui existait en soi.